Bonjour à tous. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire dans laquelle, sans le savoir, vous allez peut-être participer. C'est l'histoire d'un enfant né au XIXe siècle, dans la petite ville de Bialystok. À cette époque, cette ville appartenait à l'Empire russe. Aujourd'hui, elle se trouve en Pologne. Quand il sortait et se promenait dans le marché, il entendait des gens parler russe, allemand, polonais et yiddish. Et les gens ne se comprenaient pas. Très souvent, cela finissait en dispute. Alors Ludwig, oui, c'était son nom, se dit, s'ils pouvaient se comprendre, ils ne se disputeraient pas. Il leur faudrait une langue commune, pas pour remplacer leur langue maternelle, mais simplement une langue pour se comprendre. Ludwig commença à réfléchir. Son père Marcus était professeur de langue. Ludwig lui parla de son idée. Mais son père ne l'encouragea pas. Cela ne découragea pas Ludwig, qui continua à inventer sa langue en secret. Il écrivait ses idées dans un carnet. Les années passèrent et Ludwig dut partir faire ses études à Varsovie. Pendant son absence, son père trouva son carnet et le détruisit, pensant que Ludwig oublierait cette idée de langue universelle. Pendant ce temps, en Allemagne, Johann Schleyer construisait une autre langue, le Volapük, ou Volapük, comme on veut. Une langue plus simple que l'allemand, mais encore trop compliquée pour devenir universelle. À son retour, Ludwig chercha son carnet. Ne le trouvant pas, il recommença tout depuis le début. Et finalement, il publia son premier livre en russe, La Huna Libro. Enfin, c'était plutôt un petit feuillet, c'était pas un livre énorme. Il le signa du pseudonyme Doctor Esperanto. Le docteur qui espère. Les ambitions de Zamenhof étaient simples et immenses à la fois. Il voulait créer une langue facile à apprendre, une langue avec une prononciation phonétique. Vous savez, à l'école, quand vous demandiez dame, dame, comment ça s'écrit? Et la maîtresse, elle vous disait, ça s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, c'est ça, le miracle de l'espéranto. C'est une langue phonétique, tout s'écrit comme ça se prononce. Il suffit d'entendre les mots pour pouvoir les écrire sans faute. Enfin, normalement. Il voulait aussi une grammaire simple. Pas besoin d'un gros livre de règles. Pas 16 règles toutes régulières. La grammaire tient sur une carte postale. J'ai vu des cartes postales où il y avait cette fameuse grammaire de l'espéranto. Bon, aujourd'hui, on n'utilise plus tellement les cartes postales. Et surtout, il voulait une langue indépendante, indépendante de toute puissance politique, économique ou religieuse. Une langue qui n'appartenait à personne et donc qui peut appartenir à tout le monde. C'est ça qui a rendu l'espéranto si différent dans son évolution, parce que si l'espéranto avait été un business, il serait déjà partout. Mais Zamenhof ne voulait pas faire un commerce, il voulait faire un pont entre les gens. Et 20 ans plus tard, après la Uno Libro, ce pont devient réel. En 1905, à Boulogne-sur-Mer, le premier congrès mondial d'espéranto. 688 personnes sont venues de 25 pays pour parler la langue de Zamenhof, pour parler l'espéranto. Imaginez, nous sommes en 1905, pas d'internet, pas de TGV, pas d'avion, et pourtant cette langue réunit des gens de 25 pays. Pourquoi? Parce qu'elle répond à un besoin humain profond, se comprendre. Et Zamenhof dit une phrase qui résume tout son projet. L'espéranto n'appartient pas à un homme, mais à tous ceux qui le parlent. Il a encore dit une phrase mémorable dans cette salle, donc c'était au milieu de la salle du congrès.
Dans cette salle de congrès, il n'y a pas de Français, pas d'Allemands, pas de Russes, pas d'Italiens, mais seulement des êtres humains. Donc ça dit bien l'idée profonde de l'espéranto. L'espéranto n'est pas seulement une langue, c'est un espace humain. Il n'existe pas un pays espéranto. Ce pays n'a pas de frontières, pas de capitale, pas d'armée. Ce pays apparaît chaque fois que deux espérantistes se rencontrent. Pendant quelques minutes, quelques heures, il existe. Et quand on se quitte, il disparaît. C'est un pays qui voyage avec nous. D'ailleurs, ce qui est bizarre, quand on apprend une langue, si vous apprenez l'anglais, vous pensez à Londres, vous pensez aux Américains. Si vous apprenez le chinois, vous pensez aux Chinois. Vous ne pouvez pas apprendre l'espagnol sans imaginer l'Espagne ou Torero ou l'Espagne. Mais quand vous apprenez l'espéranto, c'est ça qui est miraculeux, c'est la seule langue qui est comme ça. Vous n'imaginez le monde, vous n'avez pas un pays d'espéranto. Donc le but de l'espéranto, c'est simplement de se comprendre sans se dominer. Maintenant que vous connaissez l'esprit de cette langue, voyons comment elle fonctionne. Vous allez voir, c'est simple, logique et surtout c'est phonétique. L'espéranto est une langue phonétique. Ça veut dire que chaque lettre se prononce toujours de la même façon. Pas d'exception, pas de piège, pas de lettre muette. Quand vous voyez un mot, vous savez le prononcer. Quand vous entendez un mot, vous savez l'écrire. Alors voilà l'alphabet. A, par exemple, arbo. Arbo, un arbre. Donc ça ressemble un petit peu déjà au français. B, banco, un banc. Tche. Alors voilà, les grosses difficultés quand même de l'espéranto, c'est qu'il y a des lettres qui sont spéciales. Tse, le C, c'est la fin de tse, tzigane. Et le C avec un chapeau, ça fait tse, ça fait chevalo. Donc là, on reconnaît le cheval, un chevalo. D, domo, he. Alors le E, c'est pas un E, c'est un he, elefanto. Alors il faut bien faire toutes les lettres, c'est là la difficulté pour les Français. On aurait facile de dire elefanto, mais non, c'est elefanto. Il faut bien faire la différence, faire toutes les lettres. Alors le F, filmo, donc vous voyez, il y a déjà plein de mots. Le G, glasso. Et quand on a un G avec un chapeau, c'est giardeno. Donc là, le giardeno, c'est le jardin. Hotello, après avec un chapeau, c'est rollo. Il faut un peu rouler le himero, idée. Alors le J, ça fait un I. Donc dire en espéranto, pour dire oui, on fait comme en anglais, on dit yes. Au lieu d'écrire avec un Y, on l'écrit avec un J. On écrit avec un J et on dit un I. Et le J, ben, giornalo, le J avec un chapeau, ça devient un J. Hein, le K, L, M, N, O, P, R, roso, donc il faut rouler un peu les R. Le S, tout seul, suno, hein, donc là c'est le soleil, ça ressemble un petit peu quand même à l'anglais, hein, il y a des mots, c'est pour ça que les gens qui savent plusieurs langues, déjà, l'espéranto, on peut l'apprendre très rapidement. Moi, je connais un collègue qui a appris l'espéranto en 3 mois, et à bout de 3 mois, il a fait une conférence devant un public. Vous voyez, en 3 mois. Bon, il y en a d'autres qui l'apprendront toute leur vie, puis qui le sauront peut-être jamais. Mais enfin, donc c'est quand même faisable. Alors le S, chaufforo, hein, le S avec un chapeau, ça fait che. Le T, teatro, donc teatro, c'est du français. Alors, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est quand même facile de dire, oh bon, on prend les mots en français, puis on met un O, teatro, usino, voilà. Alors, le O, le U fait OU, comme en allemand. Et le U avec un chapeau, ça fait W, watto, what. V, vento, zebro. Alors, il y a des lettres qui n'existent pas, hein, le Q, W, X et Y ne sont pas utilisés. Donc, voilà un petit peu. Donc, une fois que vous avez déjà appris ce fameux alphabet, les plus grosses difficultés que moi j'ai rencontrées, c'est ces fameuses lettres. Alors, imaginez ce qu'il y a comme difficulté à apprendre une dizaine de lettres, de prononciation de lettres, par rapport au français, à l'anglais ou à l'allemand. Je ne vous dis pas la simplicité. Et maintenant qu'on a vu l'alphabet et la prononciation, on peut regarder comment les mots fonctionnent. En espéranto, tout est régulier. Chaque catégorie de mots
a une terminaison fixe qui ne change jamais. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Alors là, tous les noms finissent par O, tous les adjectifs par A, tous les adverbes par E, les verbes à l'infinitif finissent par I, et le pluriel, c'est J. Il n'y a pas de pluriel compliqué comme en français, comme je sais pas où. Vous mettez un J, vous savez que vous avez le nom au pluriel. Alors regardez, vous prenez la racine parole, parole, parolo, c'est une parole. Parola, donc là on a un adjectif, c'est oral. Parole, c'est oralement. Paroli, c'est un verbe à l'infinitif, donc c'est parler. Et paroloi, on retrouve notre nom avec le pluriel J des paroles. Donc là, c'est miraculeux. Moi, quand j'ai vu cette langue, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça peut marcher? Donc, par curiosité, vous pouvez essayer d'apprendre l'espéranto pour voir comment ça marche. Alors, si je vous avais dit tout à l'heure que la grammaire tenait sur une carte postale, moi, je me suis dit, je vais y faire la conjugaison sur un timbre-poste. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. La conjugaison est tellement simple. Alors donc, évidemment, il faut quand même se casser la tête et il faut quand même apprendre les pronoms. Hein. Mi, vi, li, chi, ji. Donc ji, il y a quand même un neutre, hein, ce qu'on n'a pas en France, en français. Ni, vi, ili. Hein. Je, tu, il, nous, vous, il. Et il et elle pour les neutres. Alors, le verbe esti, c'est le verbe être. À l'infinitif, on met le i. Et après, on dit au présent, on met as. Mi estas, vi estas. À toutes les personnes, on met as et on a le présent. Donc vous ne cassez pas la tête avec je suis, tu es, il est, nous sommes, plein de mots à apprendre. Là, rien. Estas, hop, et vous faites le passé. Vous mettez is, estis. Et après, pour faire le futur, vous mettez os, mi estos, je serai. Estus, le conditionnel. Et estu, à l'impératif. Soit, soyons, soyez. Donc là, il faut apprendre plein de mots en français. Là, il n'y a rien du tout. Vous mettez l'impératif. Vous mettez AU. Alors, je vous ai mis quand même une petite liste de mots. Attendi, attendre. Diri, dire. Dormi, dormir. Esti, donc c'est notre fameux verbette qu'on a vu. Fari, c'est faire. Flugi, c'est voler. Frappi, c'est frapper. Fumi, c'est fumer. Iri, c'est aller. Canti, c'est chanter. Qui iri, c'est crier. Alors là, vous faites mi cri ias, je crie. Il ne faut pas confondre avec qui iri, cuire. Hein. Mi qui i ras, je cuis. Courir, je cours. Mi couras, je cours. Labori, travailler. Leghi, lire. Lerni, apprendre. Loggi, se loger. Miloggias, une belle forto, j'habite à Belfort. Racconti, raconter. Porti, porter. Saluti, saluer. Veni, venir. Vidi, voir. Vivi, vivre. Vous voyez, déjà, vous avez toute une liste. Là, vous savez déjà conjuguer. Imaginez, vous savez déjà conjuguer une vingtaine de verbes en espéranto, au passé, au présent, au futur, au conditionnel, à l'impératif. Simplement avec cette simple petite carte postale, avec ce simple timbre-poste, vous savez tout faire. Si vous me dites que c'est pas miraculeux, j'aurais du mal de vous croire. Alors on continue les miracles. Alors vous allez me dire, on va parler des articles définis et indéfinis. Alors il n'y a qu'un seul article. Quand j'ai vu ça, je me dis comment ça peut marcher? Eh bien ça marche. Alors regardez, cato, ça veut dire un chat. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas besoin d'article. Cato, c'est un chat. Catoy, on met le pluriel, on a des chats. Alors, on dit, oh, moi, je voudrais faire une chatte. Ah, ben voilà, là, on verra plus tard. Cat ino, on a une chatte. On a le in qui fait le féminin. Et là, on a une chatte. Donc, on sait faire un chat, des chats, une chatte. Vous dites, oh, d'accord, ben maintenant, je vais faire le chat. Alors, donc, déjà, il faut apprendre bien ce que c'est les articles définis et indéfinis. Hein. Le chat, c'est le chat qui est là. Alors, l'acato, on met l'acato, c'est le chat. L'acatoy, on a les chats. L'acatino, on a la chatte. Et l'acatinoï, on a les chattes. Incroyable.
avec un seul article, on arrive à tout faire. Pas besoin d'apprendre un, une D, 10 c'est tout ça. Voilà, donc c'est super. Alors maintenant, parlons des affixes. Les affixes, il y a les préfixes qui sont devant, devant, et les suffixes qui sont derrière. En espéranto, il y a environ 10 préfixes et 40 suffixes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors mal, ça veut dire le contraire, ça ne veut pas dire qu'on a mal. Granda, grand, mal granda, petit. Bella, c'est beau, mal bella, c'est vilain. In, par exemple, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc féminin, cato, un chat, catino, une chatte. Id, c'est les descendants. Cat ido, un chaton. Cat idino, un chaton femelle. Hein, on voit le id des descendants et le in du féminin. Ei, c'est le lieu. Undo, un chien. Undeyo, une niche. Lern, no, lerneyo. Lerneyo, c'est l'école. Apprendre, c'est où? Le lieu où on apprend. Gei, alors là, c'est bien aussi. GE, là. Gei hundoy, c'est des chiens et des chiennes. Alors c'est pratique. Moi, je vous dis, je sors avec mes amis. Vous savez pas si c'est des garçons, c'est des filles. S'il y a des garçons, s'il y a des filles. Mais si je vous dis gay amikoy, eh ben voilà, il y a des garçons et des filles. Donc l'espéranto est encore plus précis que le français. Et, alors ça réduit. Domo, c'est une maison. Dometo, c'est une maisonnette. Bella, c'est beau. Belletta, c'est joli. Donc là, vous apprenez qu'il vaut mieux être beau que joli, parce que joli, c'est moins bien que beau. Et voilà. Et donc, il y a plein d'affixes comme ça en espéranto qui nous simplifient vraiment la vie. Alors, en espéranto, l'ordre des mots est libre. On peut mettre le sujet au début, ou au milieu, ou à la fin de la phrase. Et pour éviter toute ambiguïté, on marque le complément d'objet direct avec le N. Vous voyez, donc là, lacato, rigardas, la birdonne. On sait que c'est le chat qui regarde l'oiseau. Et si on fait à côté la birdonne, rigardas, lacato, ça ne change rien à la phrase. On voit que le complément, c'est birdonne. Donc c'est toujours le chat qui regarde l'oiseau. Alors que si on regarde la phrase en dessous, la catone, rigardas, la birdo, on sait que ce coup-là, c'est le chat qui est regardé par l'oiseau. C'est l'oiseau qui regarde le chat. La birdo, rigardas, la catone. Et on peut tout mélanger. On pourrait marquer rigardas, la birdo, la catone. Et c'est ce qui permet, quand on voyage, quand on rencontre des étrangers, suivant la manière dont ils font leurs phrases, on peut plus ou moins deviner l'origine de leur pays, quand on connaît un petit peu les langues étrangères. Voilà, donc on saura qu'un Français, il mettra toujours sujet, verbe, complément. La cato, rigardas, la birdonne. Ça ne nous vient pas à l'idée de dire la birdonne, rigardas, la cato, c'est l'oiseau qui regarde le chat. Non, voilà. Donc, c'est encore une simplification très intéressante en espéranto. On place les mots comme on veut dans les phrases. Les nombres en espéranto sont parmi les choses les plus simples de la langue. Chaque chiffre a un nom court, régulier, et on les assemble comme des briques. Unu, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, queen, 5, 6, 6, 7, 7, hoc, 8, nao, 9, dec, 10. Quand vous savez ces 10 mots, eh bien vous savez écrire tous les chiffres jusqu'à 100 en espéranto. Et quand vous savez 100 et 1000, vous pouvez écrire jusqu'à des millions. Alors, exemple, dudek, ça fait 20. Dudek tri, ça fait 23. Cent, tridek, quar, 134. Et vous continuez comme ça à assembler les mots un à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que milliono, ça finit par un O. Milliardo, ça finit par un O. Donc là, c'est des noms. Donc il faudra les mettre au pluriel. D'où millionon, noi, d'où milliardoi. Voilà. Et là, maintenant, vous savez dire tous les nombres en espéranto. En quelques secondes, là, vous avez tout appris. Alors, pendant qu'on y est, je vais vous donner quelques phrases utiles. Saluton, ça veut dire bonjour, salut. Gis revido, ça veut dire au revoir. Bonantagon, c'est bonjour. Bonan nocton, c'est bonne nuit. Kiel vi fartas, comment vas-tu?
bonnet, dankon, bien, merci. Voilà, quelques mots, quelques phrases utiles, mais bon, quand vous allez vous mettre à l'espéranto, vous allez trouver plein de bonnes phrases utiles. Voilà les phrases. Alors, la rapidité d'apprentissage. Donc là, il y a une petite courbe, des petites qui ont été faites par l'Institut de pédagogie de Paderborn en Allemagne en 87, qui nous dit que 150 heures d'espéranto pour un francophone, ça vaut 1000 heures pour apprendre, par rapport à l'italien, 1500 heures par rapport à l'anglais et 2000 heures pour l'allemand. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que l'espéranto est 10 fois plus facile que l'anglais. Donc aussi ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'espéranto c'est une langue prépodétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous apprenez l'espéranto, ça vous aide à apprendre des autres langues. Alors ils ont fait des tests, ils ont mis des jeunes qui leur ont fait apprendre l'espéranto, les autres ont commencé à apprendre l'anglais, et au bout d'un an, ceux qui avaient commencé l'espéranto à apprendre l'espéranto se sont mis à l'anglais, et on s'est aperçu que ceux qui avaient appris l'espéranto en premier avaient largement rattrapé ceux qui avaient commencé l'anglais en première langue. Tout ça, vous me dites pourquoi? Ben simplement parce qu'avec l'espéranto, ça donne une confiance déjà de parler. Hein, c'est-à-dire que rapidement, quand vous apprenez l'espéranto, vi parolas très rapide, vous parlez très rapidement, vous avez confiance en vous, et ça vous fait apprendre quand même les règles de grammaire. Hein, ça vous fait comprendre la différence entre un adverbe, un adjectif, un verbe et tout ça. Alors que quand on apprend l'anglais, on essaye d'apprendre déjà la prononciation, d'apprendre du vocabulaire, puis voilà, puis au bout de 20 ans, on ne le sait toujours pas. Alors qu'avec l'espéranto, on a quand même un bon espoir d'un jour de parler une langue. Alors, l'espéranto au quotidien, oui, c'est pas le tout. Maintenant, on a vu un petit peu comment ça s'écrivait, on a vu un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors donc là, on revoit sur la photo, vous voyez le premier congrès en 1905 et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Alors donc là, il y avait le congrès international de Lille, c'était le centenaire, donc il y a beaucoup de monde. Moi, j'avais été faire un tour à Lille. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prochain congrès d'espéranto sera en Autriche du 1er au 8 août 2026. Et puis là, bon, bah, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait. On voit des choses. Il y a aussi des congrès régionaux. Vous voyez, là, en Normandie, hop, cette année, il y avait eu un congrès en Normandie d'espéranto. Voilà, donc l'espéranto, c'est quand même quelque chose de vivant. Il y a des gens de tous les pays qui se réunissent chaque année dans un coin du monde. Voilà ce qu'on peut dire sur les congrès, les réunions. Et puis il y a quelque chose d'unique aussi dans le monde de l'espéranto, c'est un réseau d'hébergement gratuit partout sur la planète. Ça s'appelle Passeporta Cerveau. Alors des autres, dans plus de 80 pays, ouvrent leurs portes aux espérantistes. On les contacte, on se met d'accord sur une date et on est accueilli gratuitement comme un ami. Ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un business, c'est une tradition qui existe depuis 1974. On dort chez l'habitant, on partage un repas, on parle espéranto et on découvre un pays de l'intérieur. C'est l'une des expériences les plus fortes de la communauté. Voyager autrement, rencontrer autrement, vivre autrement. Donc, vous retrouvez tout ça. Il existe un livre qui parle de tout ça et il y a une version en ligne. Donc, vous tapez Passeporta Cerveau et vous trouvez tout ça sur Internet. Et là, vous pouvez voyager d'une manière tout à fait différente et rencontrer des gens à travers le monde. L'espéranto, c'est pas seulement des rencontres et des voyages. C'est aussi une vraie culture écrite, vivante, internationale. Il existe des revues dans le monde entier, des magazines d'actualité, de littérature, de culture, de jeunesse, de science, d'opinion, etc. Et tout cela en espéranto. Certains sont très anciennes, comme la Hondo de Esperanto. D'autres sont plus modernes, comme Contacto, écrit par et pour les jeunes. Il y a des revues littéraires, comme Belletra Almanacco, des revues d'actualité comme Monato,
des revues pour les enfants et les ados comme Yuna, Amico. Ces magazines circulent partout, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, et ils montrent que l'espéranto n'est pas une curiosité, c'est une langue qui produit, qui publie, qui raconte le monde. Les livres. Quand un auteur écrit en espéranto, il est lu tel qu'il est, dans plus de 100 pays. Pas de traduction, pas de déformation, pas de filtre culturel, juste sa vraie voix. C'est l'un des grands trésors de cette langue. Elle permet à n'importe quel écrivain, où qu'il vive, d'être lu directement sans passer par une industrie éditoriale nationale. Il existe des romans, des nouvelles, de la poésie, des essais, des bandes dessinées, des classiques traduits et même des œuvres originales devenues célèbres dans la communauté. Claude Piron, par exemple, a écrit Gerda Malaperis, Elabona Lingvo. Marjorie Boulton a marqué la poésie et a fait des nouvelles. Des auteurs d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique publient et sont lus partout. Et ce qui est beau, c'est que cette littérature circule librement, elle n'appartient pas à un pays, elle appartient à ceux qui la lisent. Alors l'espéranto vit aussi dans la musique. Depuis des décennies, les artistes du monde entier chantent, composent, enregistrent et tournent en espéranto. Il y a des groupes de chanteurs, des chorales, des musiciens de rue, des festivals. Et chaque fois, c'est la même chose, la musique devient un pont entre les cultures. On trouve des styles différents, des chansons traditionnelles, du folklore, du rock, de la pop, du rap, de la musique du monde, tout ce que vous voulez. Des artistes du Brésil, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, tous utilisent l'espéranto pour créer, pour partager, pour rassembler. Et ce qui est beau, c'est que la musique voyage encore plus vite que les mots. Une chanson en espéranto peut être écoutée à Paris, à Tokyo, à Sao Paulo, à Varsovie, et tout le monde la comprend. La musique fait vivre la langue, et la langue fait voyager la musique. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, je vous ai mis deux, trois photos de groupes. Vous voyez, il y a aussi des CD, c'est un petit peu démodé, mais bon, disons que, vous voyez, il y a tout un monde de musique. Donc, si vous êtes musicien, vous pouvez venir avec nous chanter à travers le monde. Voilà, la musique qui fait voyager l'espéranto à travers le monde. Alors là, on va passer quand même aux choses un peu plus sérieuses. Si l'espéranto servait le monde du travail. Et c'est l'idée de plusieurs associations comme l'entreprise Espéranto qui proposent des formations pour les entreprises, les écoles, les universités. Pourquoi? Parce que l'espéranto est simple, précis, rapide à apprendre et qu'il permet à tous les collaborateurs, même les plus réservés, de s'exprimer, négocier, vaincre et convaincre. En 48 heures de formation, on peut déjà tenir une conversation, faire une transaction, participer à une réunion. Et en quelques sessions, on atteint un niveau B2, fluide, agréable, efficace. Ce n'est pas une langue exotique, c'est une langue équitable, qui met tout le monde au même niveau, sans domination linguistique. Et dans un monde où les échanges internationaux sont essentiels, avec une langue commune, neutre, rapide à apprendre, c'est une vraie solution. Alors, vous me dites comment c'est possible? Eh bien, disons que la méthode directe, c'est-à-dire que vous prenez des gens de plusieurs pays qui ne parlent pas la même langue, qui ne parlent aucune langue commune ensemble, vous les mettez dans une salle, le professeur arrive et il arrive à dire saluton, mi, et en utilisant que l'espéranto, il arrive à former tout le monde. Et à la fin, tout le monde réussit à parler espéranto. Alors l'espéranto n'est pas seulement une langue pour voyager ou pour se rencontrer.
C'est aussi une idée pour l'Europe. L'idée qu'un jour, dans une réunion européenne, on ne verra plus des Allemands, des Espagnols, des Français, mais simplement des Européens qui se comprennent à égalité. Une langue commune, neutre, facile, qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Une langue qui ne donne pas d'avantage à un pays sur un autre. Une langue qui permet à chacun de s'exprimer, même à ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre plusieurs langues étrangères. C'est une vision simple, une Europe plus juste, plus efficace, plus unie, grâce à une langue commune accessible à tous. L'espéranto n'est pas la solution à tout, mais c'est une solution possible. Alors, par exemple, moi je cite cet exemple, quand vous allez en Alsace, vous voyez un Alsacien, vous lui dites qu'est-ce que t'es? L'Alsacien, il vous dit, moi, je suis Alsacien. Ouais, puis tu dis après, ah ben après je suis français. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait sorti quand j'étais, enfin il y a déjà un moment, hein, j'ai pas 20 ans. J'étais en Alsace et l'Alsacienne, elle me disait, ouais, chez nous en Alsace. Et moi, j'y sortais chez nous en France. Donc, si demain, vous arriviez en Allemagne et vous dites Saluton, quel vi fartas, et qu'on vous parle, vous répond très bonnet, Kaivi, vous vous sentiriez chez vous. Vous diriez je suis français et européen. L'allemand, il dirait je suis allemand, mais européen. Aujourd'hui, moi, quand je vais en Allemagne, excusez-moi, j'arrive, c'est des Allemands. Si je vais en Pologne, c'est des Polonais. On n'a pas l'idée de l'Europe. Si demain on avait une langue commune, imaginez l'Amérique, si chaque région avait sa langue, avait une langue différente. Il y aurait pas d'Américains, il y aurait pas de, ça serait, je sais pas ce que ça serait. Il y aurait les Floridiens, il y aurait les Amanosiens, il y aurait tout ce qu'on veut, mais il n'y aurait pas une unité. Alors donc, avec l'espéranto, on pourrait unir l'Europe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors l'espéranto, c'est aussi un réseau d'associations très actif partout dans le monde. Des associations qui apprennent pour partager, pour voyager, pour organiser des rencontres, pour créer des projets. Il existe des associations internationales comme l'UEA qui relie des espérantistes de plus de 100 pays. Il existe des associations nationales comme Espéranto France, des fédérations régionales, des groupes locaux, des clubs, des cercles et même des associations spécialisées, enseignants, travailleurs, catholiques, scientifiques, artistes, etc. Pour les jeunes, il y a Théo au niveau mondial et Espéranto Jeunes en France. Il organise des rencontres, des stages, des voyages, des festivals. Et puis, il y a des lieux comme Grésillon en France, une maison culturelle où l'on peut apprendre, se retrouver, vivre en espéranto pendant quelques jours ou quelques semaines. Ce réseau, c'est ce qui fait vivre la langue au quotidien. Où que l'on soit, on peut trouver un groupe, une activité, un événement, un accueil. Voilà ce qu'on peut faire avec l'espéranto. Et tout cela, c'est pas seulement loin. Dans les congrès internationaux ou dans les livres, ici, en Nord-Franche-Comté, il existe une association vivante, active, ouverte à tous. On y trouve des cours, des rencontres, des échanges, des projets, des voyages. C'est un lieu pour apprendre, pour pratiquer, pour découvrir la langue autrement dans la convivialité. C'est une petite communauté, mais elle est chaleureuse, motivée, et elle fait vivre l'espéranto dans notre région. Et si vous avez envie d'essayer, de découvrir ou simplement de rencontrer des gens curieux, vous êtes les bienvenus. Donc vous pouvez venir à notre association. Là, il y a notre site, esperantonfc.fr. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre autocollant, on voit le pont, justement, Espéranto en Franche-Comté, le pont qui relie les gens entre eux. Et puis là, on voit une réunion, l'Assemblée Générale, où on était en train de discuter, de parler de l'espéranto. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez rejoindre, chercher vers chez vous. Il y a certainement dans votre région un club d'espéranto. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a touché, une idée, une curiosité, un sourire, un tiens, pourquoi pas.
Vous avez déjà fait un bout de chemin. Vous faites déjà partie de l'histoire, comme je vous l'avais dit au début. Il y a maintenant une petite graine en vous. Vous pouvez la laisser tranquille, vous pouvez la garder pour plus tard, vous pouvez la planter, la faire pousser doucement à votre rythme. L'espéranto n'impose rien, il ouvre une porte et chacun décide s'il veut l'emprunter. Alors, vous pouvez passer cette vidéo à vos copains. Si vous êtes espérantiste, vous pouvez vous en inspirer pour promouvoir l'espéranto, car un jour, j'espère que nous parlerons tous espéranto. Et à bientôt pour une autre vidéo.